Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877-827-2346. Alors, parlant de politiciens qu'on paye pour qu'ils travaillent, qui nous représentent tous des enjeux complexes, mais en voici un conseiller municipal vraiment exceptionnel, M. Serge Chasseville. Bonjour, Serge. Bonjour, Pierre, ça va bien? Ça va très bien. On se connaît depuis longtemps, fait qu'on on fera pas de cachette là-dessus. On va se tutoyer. Tu es le conseiller municipal dans le district le plus mystérieux et je passe ma vie à mal le désigner, à mal le représenter parce que c'est dans le district Peter McGill, en plein centre-ville de Montréal. Et j'ai toujours l'impression que ces gens-là sont donc chanceux d'avoir un conseiller municipal aussi impliqué puis libre que toi. Parce que je trouve qu'ils n'en ont pas de besoin. Puis toi, c'est l'inverse. Tu me dis qu'au contraire, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de se faire représenter parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de gros revenus dans ce quartier-là. Oui, en fait, c'est le quartier des extrêmes. Le Devoir en parle un peu ce matin, mais il décrit pas exactement Peter McGill. Peter McGill, là, pour tes auditeurs, là, c'est assez simple. C'est le parc du Mont-Royal jusqu'à Camillien Wood Remembrance, au nord. OK. Au sud, c'est la rue Notre-Dame. À l'est, c'est Robert Bourassa Université. Puis à l'ouest, c'est Westmount. Ça donne une idée. Pour moi, c'est un quartier riche. Pour moi, c'est un quartier où j'ai l'impression que, wow, il y a le musée des Beaux-Arts, puis tout ça. Alors, c'est des extrêmes parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui vivent dans un toit et demi qui payent trop cher puis qui n'ont pas les moyens de payer l'épicerie. Oui, exactement. En fait, si on regarde le top 10 des gens les plus riches au Québec, j'en ai plusieurs dans Peter McGill. Si tu regardes Sherbrooke puis le nord de Sherbrooke, là, on parle de multimilliardaires. Je ne parle même pas des millionnaires. Là. Okay. Par contre, j'ai un quadrilatère qu'on appelle le village Shaughnessy, où il y a des gens qui ont de l'argent, mais où il y a énormément de gens qui ont de la misère à payer leur loyer, à manger. Il y a beaucoup d'immigrants aussi. Ce quadrilatère-là, au nord, c'est Sherbrooke, au sud, c'est René Lévesque. À l'ouest, c'est Atwater, puis à l'est, c'est la rue Guy. OK, donc la rue Lincoln est en plein cœur de ça. Oui. C'est un exemple. Alors, je voulais qu'on parle de ça, Serge, parce que, premièrement, maintenant, tu es un conseiller municipal indépendant. Il faut le rappeler. Et tu as un long passé. On voit derrière toi, d'ailleurs, tous les disques d'or et disques de platine. Donc, tu as un lourd passé. Tu as commis en culture pas mal, effectivement. Ouais. Alors, donc, tu as choisi de te faire élire dans ce processus-là. Et il y a des enjeux de ton quartier qui sont très particuliers à ton quartier. Et par exemple, dans le Devoir, on parle de l'Académie Bourget, un projet pour lequel tu étais très enthousiaste. Et là, tu trouves ça très triste de voir que ça s'en va dans votre garage, là. Oui, en effet. Mais il faut faire attention parce que l'article du Devoir ce matin, c'est une grande enquête que le Devoir fait sur les bâtiments patrimoniaux qui sont en désuétude à Montréal. Mm-hmm. Et c'est pas le premier article dans cette série d'enquêtes-là. On parle de l'Académie Bourget, mais tu peux pas parler de l'Académie Bourget sans parler de l'autre projet du Centre de services scolaires de Montréal, donc du ministère de l'Éducation. Parce qu'il y a un gros problème en ce moment. Le centre-ville de Montréal que je représente, contrairement à plusieurs gros métropoles nord-américaines, il est habité. Il est de plus en plus habité. Ah, oui. Il n'y a aucune école publique. C'est incroyable, ça. Ce qui cause un énorme problème parce que on est obligé d'envoyer les enfants dans d'autres écoles, notamment à Saint-Léon-de-Westmount, dans le sud-ouest. Et c'est un gros problème, surtout pour les immigrants. Quand ils arrivent ici, bon, il n'y a pas vraiment de problème de CPE. Par contre, quand vient le temps de les envoyer à l'école, bon, ça, par exemple, ça pullule de collèges privés. Ça, il n'y a pas de problème, mais ces gens-là n'ont pas les moyens d'envoyer leurs enfants à l'école privée. C'est ça, c'est-à-dire que les multimillionnaires, milliardaires dont tu me parlais, le contraste dans ce district-là de la ville. Et là, alors, eux ont les moyens, bien sûr, mais ceux qui vivent et qui ont de la misère à arriver, eux autres sont obligés à ce moment-là de faire, il faut transporter les élèves quand même assez loin, là. Il faut aller dans Westmount. Oui, il y a Saint-Léon-de-Westmount, mais il y a d'autres écoles. On parle d'à peu près 1 heure de trajet pour se rendre à l'école puis en revenir. Ce qui est un énorme problème. Alors, pour résumer, parce que c'est un dossier qui est assez complexe, là, ça a commencé sous le gouvernement libéral en 2018, où Sébastien Proulx a annoncé que l'ancienne Académie Bourget serait transformée en école primaire publique de 300 places. Ensuite, en juin 2019,
Parce qu'on a identifié les besoins d'écoles publiques dans Peter McGill à un minimum de 2 écoles, mais en fait, ça en prendrait 3. Alors, l'autre école qui a été annoncée, c'est sur le site du Grand Séminaire. C'était un projet tellement important qu'ils ont fait tellement de grandes annonces avec ça, la CAQ, qu'il a été inclus, j'avais donné une entrevue d'ailleurs à un quotidien là-dessus, qui faisait une étude sur la loi 66 qui avait été adoptée par la CAQ pour accélérer les grands projets d'infrastructure. Il y en avait 181 dans la loi. Et puis, l'école publique du Grand Séminaire était dans les écoles projetées. Ben oui, bien sûr. C'est ça. Mais là, on est en 2024, là. Il n'y a toujours pas... Ce projet-là est toujours pas parti. Là, et le ministère de l'Éducation et le centre scolaire... te renvoie la balle, j'imagine. Le centre scolaire de Montréal continuent à chercher d'autres sites. Ils en ont identifié 2 sur lesquels ils nous ont demandé à la Ville de Montréal d'exercer, de protéger les vocations institutionnelles. On leur a dit non parce que les 2 projets d'école publique dans Peter McGill ont été annoncés avant la loi 40. La loi 40, ça, c'est la loi, Pierre, qui permet aux centres de services scolaires d'exiger des municipalités de leur céder des terrains ou des lieux. Ou des immeubles pour construire des écoles. Donc, c'est aux frais des municipalités. Alors que les projets annoncés avant la loi 40 sont entièrement aux frais du ministère de l'Éducation. OK. C'est important de garder son statut de projet qui a été homologué, accepté avant la loi 40, évidemment. Oui. Et les budgets, tant le ministère de l'Éducation que le Centre de services scolaires de Montréal nous confirme que les budgets sont là. Sauf que, peux-tu croire que depuis 2018, 2019, ils sont encore en étude, en analyse de faisabilité. Et moi, je travaille beaucoup avec la table de quartier Peter McGill dans ce dossier-là. Alors, juste pour préciser aux gens qui nous écoutent, la table de vie de quartier, c'est la même chose que dans Saint-Michel ou à Boucherville. Une table de vie de quartier, c'est des gens du milieu communautaire, parfois les policiers, c'est des gens qui viennent parler de la vie dans le quartier. Alors, la table de vie de quartier, elle a hâte qu'il y ait une école publique, bien évidemment. Oui. C'est un des dossiers prioritaires de Stéphane Fébrari-Vermette, le DG avec qui je travaille beaucoup, qui est interviewé dans Le Devoir aussi aujourd'hui. On travaille le dossier ensemble, d'ailleurs. Tous les 2, on est un peu découragés de la tournure des événements. Moi, j'ai même interpellé Bernard Drainville, le ministre de l'Éducation, sur X, l'ancien Twitter. Sa réplique, ça a été de me bloquer. Alors, oh boy! Ça, c'est poche. Oui. Pas un comportement très ministrable, ça. On fait pas ça. Non, on bloque pas des gens comme toi de plus en plus. Puis ça rejoint un peu ce que j'arrête pas de dire dans les médias depuis plusieurs mois. Le gouvernement de François Legault gère le Québec comme si Montréal n'existait pas. Parce que sa clientèle cible n'est pas là. Mais l'impact de ça, c'est qu'on a beaucoup de gens dans le besoin, dans le centre-ville, qui n'ont pas accès à des écoles publiques. On veut ramener des familles dans le centre-ville. Ben oui. On a besoin de services de proximité. Puis on aimerait ça qu'ils parlent français aussi. Donc, avoir une école francophone, ça serait super. Avoir une école anglophone, peut-être qu'il y en a déjà beaucoup. Moi, Serge, je pense aussi qu'il est important pour les gens, quand on veut qu'ils saisissent bien ce dont on parle, de se rappeler que tu as tout un passé professionnel. Tu en as vu des partis politiques. Tu as été t'es intervenu en haut lieu tant à Québec qu'à Ottawa. Donc, tu comprends bien les mécaniques en dessous de l'enjeu de quartier. Tu sais très bien c'est quoi les mécaniques. Et là, je vais t'amener donc un peu en dehors de ton quartier. Des immeubles comme ceux-là. Je parlais de l'hôpital Jacques-Vigée, qui est sur René-Lévesque, au coin de Berry. Je parlais de l'Institut des sourds et muettes. Lisa Frula déplorait publiquement à quel point c'est inacceptable. Il n'y a rien qui se passe avec ces grands immeubles-là. L'Académie Bourget, c'est plus petit, mais c'est très important dans ton quartier. Pourquoi, d'après toi, pourquoi ces immeubles-là, alors qu'on n'arrête pas de parler qu'on a une crise du logement, qu'on a besoin d'espace pour toutes sortes d'affaires, comment ça se fait qu'on n'investit pas? Parce que le mot patrimoine, tu es un gars de culture, c'est du patrimoine bâti qui se auto-détruit avec le temps. On sait qu'à un moment donné, là, il y a comme un cap qui se franchit quand le chauffage commence à lâcher. La maçonnerie va péter bientôt, puis ça va finir sous le casseur, sous le démolisseur. Oui, mais en fait, le problème, tous les immeubles que tu viens d'identifier, c'est des immeubles qui appartiennent au gouvernement du Québec. Et puis, c'est là que ça bloque. Parce qu'effectivement, nous, on veut... Bon, moi, premièrement, comme tu sais, je suis un maniaque
de défense du patrimoine. J'étais un des grands opposants à la démolition de la maison Red Pat en 2014. Ouais. Dans la côte, quand on va au musée, il y a une côte, là, puis il y a une maison en ruine, c'est là. Oui, d'ailleurs, la journée de la démolition, je me suis rendu avec mon auto. D'ailleurs, ça m'a coûté une suspension. J'ai demandé aux démolisseurs de me donner une grosse allège de pierre qui trône en plein milieu de mon jardin avant de ma maison, comme témoignage de cette résidence. T'as bousillé ta suspension d'auto. Oui, je m'en doutais. Oui, je comprends. On voit bien ton côté passionné. C'est important, mais oui. Il y a comme un manque de volonté ou un manque de fonds, je ne sais pas c'est quoi, là, de la part du gouvernement du Québec, mais ça donne l'impression, ça ajoute parce que ce sont tous il y a des édifices patrimoniaux un peu partout à Montréal, mais ceux que tu viens d'identifier sont dans le centre-ville ou proche du centre-ville. Alors, les Montréalais voient ça, les touristes qui viennent à Montréal voient ça, puis ils se demandent, alors que dans la plupart des grandes villes, on met en valeur son patrimoine. Nous, on le laisse tomber on le laisse tomber en ruine. C'est absolument scandaleux. Tu as tout à fait raison. Et d'ailleurs, aussi, là-bas, je dis souvent, la grande illusion pour le commun des mortels qui marche autour de ces immeubles-là, c'est que le stationnement est utilisé souvent par communauto ou par n'importe qui peut louer une place. Donc, ça donne l'impression que l'immeuble sert à quelque chose, ce qui est à quelque part, c'est une bonne idée d'utiliser l'espace, mais ça nous fait oublier qu'il y a un grave problème dans ces immeubles-là. Dis-moi, Serge, honnêtement, je sais à quel point, donc, tu as vraiment une belle perspective de la politique en général. Là, tu es au municipal. Est-ce que, comment ça se passe actuellement à Montréal? On est dans une période, je t'entends souvent parler au nous, en parlant des décisions de conseil de ville auxquelles tu participes, différents comités, j'imagine. Est-ce que l'ambiance était la collaboration actuellement à l'hôtel de ville? Non, c'est une ambiance de guerre nucléaire entre le parti au pouvoir et puis le parti qui constitue l'opposition officielle. Ce contre quoi je suis. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis devenu conseiller indépendant. Je faisais partie de l'opposition officielle, mais un gouvernement municipal, c'est un gouvernement de proximité. Il y a quelque part où c'est une aberration qu'il y ait des partis politiques au municipal. D'ailleurs, il y a plusieurs villes où il n'y a pas de parti municipal. Par exemple, à Westmount, je parle de temps en temps à Christina Smith, la mairesse de Westmount, parce qu'on a des enjeux communs. Par exemple, moi, le Square Cabot, il est limitrophe à Westmount. Alors, les enjeux qu'on a au Square Cabot, c'est pas juste à Montréal, c'est à Westmount aussi. Le Square Cabot, il y a un enjeu où il y a beaucoup d'enjeux avec les Premières Nations, des gens du Nord qui viennent, qui ont des problèmes d'intoxication. Et là, il y a un monsieur qui est décédé dans une toilette publique, une toilette extérieure, il y a quelques mois. Alors, ce sont des enjeux... C'est pas juste des enjeux autochtones, c'est des enjeux... d'itinérance, de violence, de trafic de drogue. Moi, je ne limiterais pas ça aux Autochtones. Tu as bien raison, merci. C'est beaucoup plus important que... c'est plus important que ça. Là. Même à un moment donné, j'ai été obligé de faire intervenir la police parce que il y avait des trafiquants de drogue qui agissaient comme gardiens des portes de l'édicule de la station de métro Atwater au Square Cabot. Parce qu'il y avait des itinérants qui avaient des problèmes de consommation à l'intérieur. Là. Ça effrayait les citoyens du quartier qui avaient prendre cette porte de métro-là. J'envoyais la police, mais comme la police me disait, on ne peut pas être là en permanence. En tout cas, quand on arrive, ils fuient, puis une heure après, ils reviennent, on a encore un appel, on y retourne. C'est un petit peu infernal. Là. En tout cas, tu es très impliqué. Je pense que tu es vraiment un modèle. Puis en termes de conseiller municipal, je te félicite pour ton implication. Puis en terminant, un peu, c'est périphérique à ton implication de conseiller municipal, mais c'est très connexe à tes voisins. Tu habites sur la rue de l'ambassade russe. Tu as beaucoup milité. Tu as fait beaucoup de manifestations, des marches en avant, parfois seul, parfois avec des amis. Comment ça se passe de ce côté-là? Écoute, on continue. Moi, c'est sans arrêt depuis le 15 mars 2022, 7 jours sur 7. Voyons. À midi pile avec souvent des réfugiés ukrainiens. Je fais jouer 3 fois l'hymne national de l'Ukraine. En fait, c'est un enregistrement qui m'a été fourni par des Ukrainiens. C'est des bruits de sirènes avec des bruits de mitraillettes pour rappeler ce qu'ils entendent en Ukraine à chaque jour, suivi par l'hymne national ukrainien. Après la première fois, je scande Slava Ukraini, qui veut dire gloire à l'Ukraine. Les gens avec moi crient Heroyam Slava, qui veut dire gloire à nos héros.
La deuxième fois, je dis nous appuyons l'Ukraine, stand with Ukraine. Puis la troisième fois, je dis arrêtez la guerre, stop the war. Et là, on demande à un passant, parce que le musée, il y a toujours beaucoup de passants, parce que les touristes l'empruntent pour aller sur le parc du Mont-Royal. Bien sûr. Les Montréalais aussi. Alors, on prend une photo de groupe, puis moi, je fais une publication sur tous mes réseaux sociaux de ce qui se passe en Ukraine. Chaque jour. Sans incroyable, ça. Si je ne suis pas disponible parce que je suis en conseil municipal ou en rencontre, l'enregistrement en question, il y a différentes personnes qui l'ont. Et je vois à ce que il y a quelqu'un tous les jours. Bon, tu vois, comme l'année dernière, j'étais en vacances avec Serge Dupé pendant 2 semaines. Mais pendant 2 semaines, il y a eu quelqu'un qui l'a fait à ma place, qui m'a envoyé les photos, puis je faisais les publications à distance. Ben, je te félicite. Je ne qualifierais pas ça de travail de conseiller municipal, mais je te félicite pour ta position puis ta constance, vraiment. Il y a du monde qui vont traire les vaches tous les matins. Toi, tu vas manifester tous les midis. Oui, mais en même temps, ça fait partie de moi, je considère que ça fait partie de mes fonctions de conseiller municipal. Le consulat de Russie, ben oui, le conseil municipal a une résidence en face du consulat de Russie dans le district qu'il représente. Ouais, je comprends. En tout cas, c'est très rigoureux de ta part. C'est toujours un plaisir de te parler, Serge. La prochaine fois, on se parlera de culture parce que là-dessus aussi, il y a beaucoup de changements qui s'en viennent. On espère que ça va bouger. Si tu me laisses 2 secondes, je suis sur la commission de la culture et cet automne, on va tenir des audiences publiques. J'invite tout le monde à y participer parce que Qu'est-ce qu'on fait pour avoir les informations, Serge? On va sur le site de la ville? Non, c'est pas encore public. On va les publier. Moi, j'ai les dates, mais je ne peux pas les dire. Okay. Ça va être à l'automne. Et ça, c'est un des gros mandats qui m'a été donné là, à produire avec mes collègues une politique sur la culture et le patrimoine de la Ville de Montréal, parce que ça fait longtemps qu'elle n'a pas été mise à jour, puis il y a beaucoup d'enjeux. Ben, ils ont choisi le bon gars. Merci beaucoup, Serge Chasville. Serge Chasville, qui est conseiller municipal pour le quartier Peter McGill.